On a tous déjà eu cette impression, non? De se battre contre ses propres émotions, d'essayer de les faire taire. Eh bien, dans l'analyse qui suit, on va voir comment on peut complètement changer la donne. Comment passer de prisonnier de ses émotions à un véritable collaborateur. Alors, on aime bien se dire qu'on est des êtres logiques, pas vrai? On fait des listes, des pour, des contre, on analyse, on pèse chaque option. On a l'impression que c'est notre raison qui pilote. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce qu'en fait, sous cette surface bien lisse de la raison, il y a un courant super puissant qui nous emporte. Et ce courant, ce sont nos émotions. Pensez-y. Pour les grandes décisions, comme choisir un partenaire, une carrière, ou même pour des trucs tout bêtes comme la façon dont on réagit à un email un peu sec, c'est quasiment toujours l'émotion qui prend les devants. Et du coup, quand une émotion un peu inconfortable pointe le bout de son nez, qu'est-ce qu'on fait? Le réflexe, c'est souvent de vouloir l'enfermer, de la mettre dans une boîte et de s'asseoir dessus. Mais voilà, essayer de supprimer la colère ou la peur, c'est exactement comme essayer de tenir un ballon de plage sous l'eau. On peut forcer un moment, mais tôt ou tard, il va remonter à la surface. Et quand il remonte, il jaillit avec encore plus de force. Première partie, on va plonger au cœur de cette fameuse lutte interne, qu'on peut appeler l'illusion émotionnelle. C'est cette idée finalement fausse qu'on peut contrôler nos émotions juste en les ignorant. Voilà le cœur du problème. D'un côté, on se voit comme des êtres rationnels, mais la réalité, c'est que la plupart du temps, ce sont nos émotions qui mènent la danse. La colère, la peur, la tristesse, elles peuvent dicter nos actions bien avant qu'on ait eu le temps de réfléchir. Du coup, notre stratégie, c'est souvent de les fuir ou de les réprimer, mais ça ne marche pas. Le résultat, ces émotions deviennent encore plus confuses, plus fortes et parfois même destructrices. C'est un cercle vicieux, un combat vraiment perdu d'avance. Ok, donc si se battre contre elle, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la deuxième étape, c'est de complètement changer de perspective. Et si on arrêtait de voir nos émotions comme des défauts, pour enfin comprendre qu'elles ont une fonction, une sorte de boussole intérieure? Et pour bien comprendre cette boussole, il faut d'abord clarifier le vocabulaire, parce qu'on a tendance à tout mélanger. Regardez, une émotion, c'est la réaction quasi instantanée physique. Le cœur qui s'emballe, les mains qui deviennent moites, c'est intense. Ensuite, il y a le sentiment. Ça, c'est l'interprétation mentale qu'on en fait, l'histoire qu'on se raconte sur cette émotion. C'est plus durable. Et enfin, l'humeur, c'est encore autre chose. C'est cet état de fond, un peu diffus, qui peut durer des heures ou des jours sans qu'on sache toujours pourquoi. Faire la différence entre les trois, c'est vraiment la base. Et une fois qu'on a ça en tête, on peut comprendre leur fonction. Ce ne sont pas des faiblesses, loin de là. C'est un système de guidage ultra performant, hérité de millions d'années d'évolution. La peur, par exemple, son rôle, c'est de nous protéger, de nous faire anticiper un danger. La colère, elle, est là pour défendre une de nos limites quand elle est franchie. La tristesse signale une perte et nous aide à l'intégrer. Et la joie, bien sûr, nous dit « ça, c'est bon pour toi, continue ». Ce sont des messagers, en fait, pas des monstres. D'accord, ce sont des messagers. Mais alors, pourquoi est-ce que, parfois, ils crient si fort qu'on a l'impression d'être complètement submergé? La réponse, elle est fascinante, et elle se trouve au cœur de notre cerveau. C'est une histoire de vitesse, une course entre le fait de ressentir et celui de penser. Imaginez qu'on a deux cerveaux en un. Le premier, c'est le cerveau émotionnel, le système limbique. C'est le plus ancien, le plus primitif. Pensez-y comme une alarme incendie. Il est hyper rapide, toujours en alerte. Il scanne tout le temps, et dès qu'il détecte le moindre signe de danger ou de récompense, il tire la sonnette d'alarme. C'est automatique, instantané. Et puis, on a le deuxième cerveau, le cerveau rationnel, notre cortex préfrontal. Lui, c'est le manager calme et posé. C'est lui qui analyse, qui planifie, qui apporte de la nuance. Le seul problème, c'est qu'il est beaucoup plus lent. Pour reprendre l'analogie, au moment où l'alarme incendie se déclenche, lui, il est encore en train de chercher ses lunettes pour lire le manuel de sécurité. Et c'est ce décalage qui explique cette phrase et ce sentiment qu'on connaît tous. On peut sentir qu'une réaction est excessive, tout en la ressentant quand même. C'est exactement ça. C'est le cerveau émotionnel qui a déjà réagi à fond, alors que le cerveau rationnel arrive à peine et se dit « Oula, on s'emballe un peu, non ?» C'est cette course entre le rapide et le lent. Et c'est là qu'on arrive à la définition de la régulation émotionnelle. Attention, ce n'est pas de la suppression, ce n'est pas d'éteindre l'alarme incendie, c'est plutôt d'établir un dialogue, une collaboration entre ce cerveau émotionnel super rapide et ce cerveau rationnel un peu plus lent. Alors, maintenant qu'on a compris le pourquoi ça se passe comme ça dans notre tête, on passe au comment. Comment on fait concrètement? On va voir une sorte de boîte à outils de la régulation. C'est un processus super simple, en 3 étapes.
Et ça change vraiment la perspective. Au lieu de se battre, on va 1. Identifier et nommer l'émotion. 2. L'accueillir et l'observer avec curiosité, sans la juger. Et 3. La réguler avec le corps pour calmer la machine. La première étape, juste nommer l'émotion. C'est presque magique. En fait, ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. Le simple fait de se dire dans sa tête « Tiens, là, c'est de la colère que je ressens », ça active notre cerveau rationnel, le cortex préfrontal. Et d'un coup, on passe du mode alarme qui hurle au mode « Ok, j'ai reçu une information ». Deuxième étape, on sort de sa tête. Au lieu de ruminer l'histoire, il a fait ci, j'aurais dû dire ça, on se pose une question simple. Où est-ce que je ressens ça dans mon corps? Est-ce que c'est une boule dans la gorge, une tension dans les épaules, une chaleur dans le ventre? On se connecte à la sensation physique pure. Ça nous ancre tout de suite dans le présent. Ensuite, toujours pour rester observateur, on peut la mesurer. Juste se demander, sur une échelle de 0 à 10, cette sensation, elle est à combien? 5? 8? Ça peut paraître bête, mais ce simple fait de noter l'intensité crée une distance. On n'est plus la vague, on est sur la plage, en train de la regarder. Et enfin, la question la plus importante. Qu'est-ce que cette émotion essaie de me signaler? On revient à l'idée du messager. Quel est le message? Quel besoin n'est pas satisfait? Quelle limite a été franchie? Et là, on change complètement de dynamique. Ce n'est plus un bug à corriger, c'est une information précieuse à décoder. 5e et dernière partie. En fait, en faisant tout ça, on ne fait pas que gérer ses émotions. On s'engage sur une voie qui mène à une vraie liberté intérieure. On va donc redéfinir ce que c'est la stabilité émotionnelle. Parce qu'il y a une grosse idée fausse qui circule. La stabilité émotionnelle, ce n'est pas du tout l'absence d'émotion. Ce n'est pas être froid, distant ou toujours zen. Ça, c'est le mythe. La réalité, c'est la capacité à reconnaître une émotion, à la traverser et à pouvoir agir de façon juste malgré elle. C'est ça la vraie force. Finalement, il faut retenir ça. Chaque émotion est une information. Et plus on apprend à écouter ce qu'elle dit à voix basse, moins elle aura besoin de nous hurler dans les oreilles pour se faire entendre. Tout ce cheminement vers la compréhension commence donc avec un seul mot, la curiosité. Alors, la question finale, c'est celle-ci. Votre prochaine émotion, qu'est-ce qu'elle essaiera de vous dire ?